Bonjour, donc je m'appelle Michel Omokuen. Donc je suis directeur de recherche à l'INSERM à Paris, dans un laboratoire qui s'appelle le LIB. Donc j'ai une photo ici. Notre laboratoire est aussi à l'hôpital à Pitié-Salpêtrière, donc on est entre deux sites. Et donc je suis un chercheur assez traditionnel. Donc les chercheurs, c'est des gens comme moi qui sont dans le laboratoire, on fait beaucoup de calculs, mais en parallèle un peu de mon activité scientifique, je suis aussi auteur. Et je m'adresse en particulier à la manière dont les résultats scientifiques des laboratoires, des neurosciences en particulier, peuvent d'une certaine manière avoir des impacts dans la vie quotidienne. Comment la connaissance sur le cerveau peut aider en fait à mieux vivre? C'est une des questions qui moi m'intéresse. Donc la thématique du silence, du bruit, de la nature, c'est une thématique que j'ai essayé d'aborder avec mon point de vue scientifique. Donc je vais aborder ces différentes thématiques dont je parlais un peu du cerveau de manière plus générale au début, pour vous donner un peu une vision un peu des choses. Je pense que c'est important de savoir un peu comment ça fonctionne dans notre boîte crânienne. Ensuite, je parle un peu du silence, et finalement, quand on parle du silence, on parle beaucoup des nuisances sonores, donc je parlais plutôt des effets négatifs du bruit, et pour montrer que le silence est une sorte d'antidote naturel en fait par rapport au bruit. Et je vais finir en fait ma présentation sur l'expérience de la nature. Donc pour moi, le bruit, le silence est quelque chose d'assez naturel entre guillemets, et quelque chose qu'on peut vraiment vivre très facilement en faisant simplement une balade en forêt ou dans la nature. Donc je vais vous montrer que cette activité qui a l'air de rien, prosaïque, et une activité qui peut être très importante pour le cerveau, pour sa régénération. Donc je vous donnerai un certain nombre d'arguments. J'espère que je ne suis pas trop scientifique aussi pour vous, donc je montre souvent des courbes. Donc j'ai montré ma présentation à des collègues, et malheureusement ils m'ont dit « tu as beaucoup de courbes, de barres », donc je suis un peu, malheureusement, c'est mon biais scientifique, donc si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas important. L'important, c'est de comprendre le message à la fin, mais j'essaie quand même de donner une base un peu scientifique à mon propos. Ça, c'est important pour moi. Alors, je vais commencer de manière très, très large en vous mettant un peu dans la situation dans laquelle vous êtes en fait devant un ciel étoilé. Vous voyez, vous êtes l'été, par exemple ici dans la baie de Saint-Brieuc, vous avez la possibilité d'avoir un ciel ouvert, sans nuages, et vous observez seul ou avec votre famille ou vos amis la Voie lactée. Donc c'est une expérience qui est extraordinaire, qu'on peut faire. Alors, on fait de plus en plus rarement cette expérience. Il a été par exemple estimé qu'il y a à peu près un tiers de l'humanité qui n'a pas accès en fait à la Voie lactée, aux étoiles de la Voie lactée, à cause de la pollution lumineuse. Donc c'est quand même un luxe que vous avez probablement à Saint-Brieuc. C'est très rare, et j'espère que nos enfants auront cette possibilité aussi de continuer à voir les étoiles. C'est une expérience qui est pour moi très fondamentale, que les philosophes ont essayé d'analyser, en particulier le grand philosophe allemand du XVIIIe, Emmanuel Kant, a parlé de l'expérience du sublime, a parlé en fait d'une expérience qui est très particulière lorsqu'on est en face de la nature, qui est différente que lorsqu'on est en face d'une œuvre d'art, ou différente lorsqu'on est en face d'une belle personne, par exemple. Donc c'est une expérience très particulière qui, en particulier, coupe le souffle. Donc vous avez vraiment le souffle coupé devant l'immensité, et on a ce sentiment d'être assez petit. Vous voyez, un peu dans cette immensité, on a l'impression d'être pas grand-chose. C'est souvent une expérience qu'on vit. Et ce que montrent les neurosciences, c'est que finalement, on n'est pas si petit que ça. Et que malgré le fait qu'on doit rester modeste, je pense, dans notre univers, on a quelque chose qui fait je pense, notre particularité, c'est notre cerveau. Donc le cerveau qui se cache sous la boîte crânienne, c'est un organe de 1,5 kg, donc c'est tout petit. C'est à peu près 1500 cm3, donc c'est un petit objet qui se cache donc dans notre boîte crânienne, et qui contient 100 milliards de neurones. Donc les neurones, ce sont les cellules nerveuses qui constituent le cerveau, le système nerveux. Et donc vous avez autant en fait de neurones dans votre tête qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Vous voyez, c'est 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, donc notre galaxie. Donc on peut vraiment littéralement dire qu'on a dans notre tête un véritable univers. Voyez,
Donc déjà, ça c'est là où on doit être fier, c'est que le cerveau, c'est quelque chose dans lequel il y a une complexité qui est pratiquement inimaginable. Alors, souvent, on a des représentations du cerveau qui sont un peu biaisées alors, on se représente son propre cerveau très difficilement, on n'a pas accès, on ne sent pas son cerveau fonctionner. Et souvent, on a des représentations qui sont souvent, par exemple, liées à la cuisine. Donc, des gens aiment bien manger la cervelle. Donc, on voit donc le cerveau comme quelque chose d'un peu grisâtre, un peu visqueux. Vous voyez, c'est à peu près cette représentation qu'on a du cerveau. Et la difficulté, c'est que pour voir vraiment les cellules nerveuses, il faut utiliser un certain nombre de procédés qui permettent de mettre en évidence les neurones. Et on a aussi besoin d'un microscope pour voir vraiment ce qui se passe. Et c'est seulement que tout récemment, donc je vous montrais une image du cerveau. Donc c'est un millimètre de cube de cerveau qui a été prélevé d'un patient. Parfois on prélève un peu les tissus, en particulier chez les patients épileptiques. Donc c'est un petit fragment de tissu nerveux qui a été utilisé. Ils ont marqué les cellules nerveuses. Donc vous les voyez en fait, c'est les petites fleurs que vous voyez colorées ici, ce sont en fait les neurones qui sont d'une certaine manière ici représentés. Et donc c'est un travail donc, de l'université de Harvard avec qui ont travaillé avec Google parce qu'ils ont dû utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment décrire chaque neurone individuel. Et donc sur un millimètre cube, ils en ont compté 57 000. Voyez. Et si on fait un grossissement donc vous voyez, c'est une très belle structure, ça ressemble à des champs de fleurs. Je reviendrai sur cette métaphore. Donc il y a des couches que vous voyez, donc le cortex cérébral a 6 couches qui sont identifiées, mais vous voyez la beauté et la complexité de la chose. Donc on est loin de la masse gluante de la cervelle qu'on mange à midi, et ça c'est ce qu'on a dans notre tête. Et si on fait encore un zoom plus grand, donc ça c'est un neurone, donc vous voyez c'est 10 microns, c'est à peu près la taille de ce qu'on appelle ici le soma, donc c'est cette tête qui est le corps cellulaire du neurone. Et le neurone, donc, vous voyez, il a cette particularité comme un arbre d'avoir des sortes de branches qui sortent de cette tête. Donc on a ce qu'on appelle les dendrites, et vous avez aussi un grand câble qui sort, des grandes racines qui sortent de cette tête qu'on appelle l'axone. Et voilà, ça c'est le neurone, et vous en avez un nombre inimaginable dans votre cerveau. Et qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet d'avoir des capacités qui sont incroyables. Par exemple, des capacités de mémoire. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est des gens qui apprennent par cœur le nombre pi. Vous savez, le nombre pi, c'est un nombre qui est irrationnel, donc ça veut dire qu'après les virgules, vous avez un nombre infini, il n'y a pas de régularité dans les chiffres. 3, 14, et ainsi de suite. Donc le nombre pi, en fait, il y a des gens, c'est leur hobby. Le week-end, ils apprennent par cœur le nombre pi, les nombres. Et ça, c'est un des champions du monde. Donc, il y a un meilleur, je crois, qui est apparu. Mais là, c'est en 2006, c'est son record mondial, dans lequel, en fait, il a récité le nombre pi pendant 16 heures devant une caméra. Vous voyez les choses ici. Donc, il a récité 100 000 décimales. Donc, il a appris à mémoriser une suite de chiffres inimaginables. Il a mis beaucoup de temps pour le faire, mais il a réussi, avec quelques petites erreurs, mais il a réussi à le faire. Il y a encore un meilleur record qui a été fait. Donc ça vous montre la capacité que notre cerveau a de mémoriser des choses. C'est extraordinaire. Et également, on a cette capacité aussi pas seulement au niveau intellectuel, mais aussi au moteur. C'est-à-dire qu'en particulier les virtuoses de piano, comme Lang par exemple, a cette capacité de faire des morceaux extraordinaires, comme par exemple cette grande étude de Paganini, où il faut en fait être capable de faire 1800 notes par minute au piano. Donc c'est quelque chose qui est très très difficile, qui demande des années et des années de pratique. Et donc il a été plus ou moins estimé par les psychologues qu'il faut à peu près 10 000 heures de pratique pour devenir virtuose. Alors j'imagine que Lang, donc ça correspond à 3 heures par jour pendant 10 ans. Donc j'imagine que Lang a probablement encore investi beaucoup plus de temps pour devenir ce qu'il est. Mais c'est à peu près le temps qu'il faut mettre pour devenir un expert. Donc c'est la même chose pour les mathématiques, pour beaucoup de disciplines pratiques aussi, comme probablement le sport. Donc il faut vraiment un entraînement intensif, de cultiver une certaine manière son cerveau pour pouvoir arriver à de telles performances. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau lorsqu'on apprend?
Et c'est ce qu'on appelle, on sait très bien ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et donc le cerveau a cette capacité, d'une certaine manière, à se transformer lui-même en fonction de l'environnement dans lequel il vit. Alors ça, c'est une étude qui est l'une des premières études qui est majeure, qui a montré comment ça se passait dans le cerveau d'un chercheur très célèbre qui s'appelle Alvaro Pascual-Leone à l'université de Harvard, qui a en fait étudié des gens qui apprennent pour la première fois à faire du piano. Donc il a demandé à des participants de jouer 2 heures de piano par jour, et il a regardé ce qui se passait dans leur cerveau. Alors, on a des manières de mesurer ce qui se passe dans le cerveau par différentes techniques. Je ne vais pas essayer de rentrer dans le détail, mais en particulier, on peut regarder des petites zones particulières. Et vous savez peut-être que le corps, et en particulier les doigts, sont représentés dans le cerveau dans des parties particulières. Donc, par exemple, la main est représentée dans cette partie-là, au niveau pariétal, on appelle ça. Et donc, on peut regarder précisément dans le cerveau où se trouve la position des doigts, et on peut voir comment ça se passe au fur et à l'apprentissage, au fur et à la pratique ici du piano. Et ce qu'on voit bien, c'est, donc là, ça correspond à la zone cérébrale des doigts. Donc ici, c'est les flexeurs, et là, c'est les extenseurs, qui correspondent donc au codage des muscles extenseurs et flexeurs. Et vous voyez, donc, au fur et à mesure de la pratique, donc, les petites tâches correspondent en fait à la zone cérébrale observée pendant 5 jours. Voyez, donc, vous voyez qu'au fur et à mesure de la pratique du piano, la zone cérébrale correspond au doigt augmente, donc ça gonfle d'une certaine manière, et devient en fait cette tâche à la fin qui montre que les doigts liés à l'apprentissage prennent une place dans le cerveau beaucoup plus importante en fait que ça a été tout à fait au début. Voyez, lorsque la personne ne fait pas de piano, on n'a aucune variation véritablement de la taille de la zone cérébrale. De manière très intéressante, les chercheurs ont montré que si on regarde faire simplement une personne faire du piano, donc c'est une pratique un peu mentale, on observe simplement la personne faire du piano, on imagine de faire du piano, on imagine de bouger les doigts, on voit aussi que la zone cérébrale augmente aussi en volume. Pratiquement de la même manière, un peu moins, mais pratiquement de la même manière. Donc ça suggère que même l'imagination transforme le cerveau. Donc c'est pas que l'action, c'est aussi l'imagination qui vous transforme d'une certaine manière, et on peut pratiquement apprendre le piano simplement en s'imaginant d'en jouer. Donc ça c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et on sait même encore plus loin qu'est-ce qui se passe plus précisément encore au niveau des neurones. Donc je rappelle, donc ça c'est le neurone que vous avez vu tout à l'heure, donc il y a cette tête qu'on appelle le soma, et puis les dendrites, et l'axone qui continue. Les dendrites sont très importantes parce que c'est là où les neurones communiquent les uns avec les autres. C'est là où l'information arrive des autres neurones et, d'une certaine manière, est traitée par le neurone pour envoyer un message ensuite aux autres également. Et de manière un peu artistique ici, c'est un peu ce qui se passe au niveau de l'apprentissage. Et vous avez ici 2 neurones. Peut-être que vous commencez à les reconnaître. Vous avez 2 têtes ici qui sont... Et là, on a avant l'entraînement, et ensuite, là, on s'entraîne à, par exemple, faire du piano, et ensuite, après 2 mois, il se passe ça. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que ce n'est pas le nombre de neurones qui augmente, comme on pourrait le penser, mais c'est plutôt les interactions entre les neurones qui commencent à apparaître. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'interactions, de fibres qui rattachent un neurone avec l'autre, avec l'apprentissage. Et on peut même aller encore plus loin, c'est que les chercheurs ont regardé très précisément au niveau des dendrites. Il y a des petites excroissances qu'on appelle des épines dendritiques, qui sont des petites excroissances comme ça. Ces excroissances, en fait, elles se modifient en fonction de l'apprentissage. Certaines poussent, donc on appelle ça dans les labos de neurosciences les bourgeonnements des synapses. D'autres disparaissent, on appelle ça l'élagage. Et donc il y a tout un travail aussi, donc ces petites aspérités sur les endroits où il y a des contacts entre les neurones. C'est là ce qu'on appelle les synapses, où les neurones communiquent l'un avec l'autre. Donc vous voyez que l'apprentissage fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent, des choses disparaissent, mais beaucoup de choses en fait apparaissent, et c'est pas le nombre de neurones, c'est plutôt les interactions entre les neurones qui se mettent en place. Donc je montre un peu ces aspects un peu techniques pour vous montrer que vous voyez le vocabulaire qui est utilisé par les neuroscientifiques. On parle de bourgeonnement, on parle d'élagage, donc c'est un vocabulaire de jardinier, vous voyez. Et c'est très important de comprendre que finalement, le cerveau, les neurones, c'est très proche du végétal. À la différence peut-être d'une approche que beaucoup de gens ont actuellement de parler d'intelligence artificielle ou d'ordinateur, c'est pas tout à fait juste. La meilleure analogie
qu'on peut avoir du cerveau, c'est le végétal. Alors ça, c'est un neurone qui a été dessiné pour la première fois par notre père de notre discipline, qui s'appelle Santiago Ramón y Cajal, un Espagnol, qui a eu le prix de Nobel en 1904, si je ne me trompe pas. Et il a réussi pour la première fois, avec une solution de nitrate d'argent, à révéler les neurones. Comme je vous l'ai dit, donc quand on regarde le cerveau, c'est un peu transparent, un peu gluant, et si on met un certain nombre de substances comme le nitrate de sodium, on voit en fait les neurones apparaître. Il a, sous son microscope, dessiné ces neurones, donc c'est fait à l'encre, vous voyez. Il a dessiné les neurones qu'il voyait dans son microscope, c'est très très joli. Et donc on voit bien les dendrites dont je parlais tout à l'heure, le corps cellulaire, ainsi de suite. Donc il a passé son temps à dessiner. Il avait vraiment des capacités artistiques pour pouvoir décrire en tout cas ce qu'il voyait dans le microscope pour la première fois. Et on voyait qu'en tout cas se forment ces petits neurones, ce sont comme des petits arbres. Ça ressemble aussi à des rhizomes par exemple, avec des prolongements des racines. Donc c'est ça sur lequel je voudrais insister, c'est que le cerveau c'est très végétal. Et par exemple, ça c'est un autre exemple. C'est une grosse structure qu'on appelle le cervelet, donc c'est ce que vous avez derrière la tête. Et là, c'est aussi donc, traité par une substance qui permet de mieux révéler un peu les structures. Et vous voyez vraiment, ça ressemble à un arbre. Et d'ailleurs, les premiers anatomistes qui ont observé cette structure ont parlé d'arbre de vie, parce que ça ressemble vraiment à un arbre. Donc c'est un exemple ici au niveau pratiquement d'une grosse structure du cerveau, où on voit vraiment un lien direct, une analogie directe avec quelque chose de végétal. Alors je vais continuer un peu sur cette analogie, c'est-à-dire que comme les neurones sont un peu comme ces petites fleurs dont je vous ai présenté tout à l'heure une représentation, comme tout ça pousse, finalement on doit prendre comme un jardinier soin de son cerveau. Donc c'est un des messages que je pourrais vous dire. Donc il faut prendre soin de son cerveau parce que le cerveau est une structure qui est très complexe, extraordinaire par ses capacités, mais également très fragile aux influences extérieures, comme les fleurs. Et tout particulièrement, pour reprendre un peu le titre de l'émission de France 5, Silence ça pousse. C'est-à-dire que les neurones ont également besoin, comme le végétal, d'un peu de calme pour pousser. Ils ne vont pas pousser plus vite si on tire dessus, donc il faut laisser un peu se développer. Et donc c'est ce que je voudrais essayer maintenant de vous montrer plus en détail. Et en particulier, donc cette manière où le cerveau peut se développer, il a besoin de silence. Vous voyez ? Alors, je vais vous montrer un exemple direct. Pourquoi en fait le silence est important. Alors, c'est pour vous montrer une preuve directe qui est associée d'un article scientifique. Alors ça montre que le silence, en particulier ici c'est un exemple d'un animal, c'est une souris, crée en fait au niveau du cerveau des modifications. Alors les modifications qui sont ici, qui ont été ici étudiées, sont ce qu'on appelle la neurogénèse. Alors il faut savoir que la plupart des neurones que vous avez dans votre cerveau sont plus ou moins les mêmes que vous avez au niveau de la naissance. Donc au fur et à mesure de la vie, on a tendance à perdre les neurones, mais on a toute la vie les mêmes neurones qui, très rarement en tout cas, peuvent se renouveler. Mais néanmoins, il y a quelques endroits dans le cerveau, en particulier dans une structure qu'on appelle l'hippocampe, qui est très importante, qui est au niveau des tempes, très importante pour la mémoire. Et cette structure a cette capacité de recréer des neurones. C'est ce qu'on appelle la neurogénèse. C'est que des cellules qu'on appelle les cellules souches se déplacent et se transforment en neurones. Et c'est quelque chose qui est très important. Ils ont montré que ce renouvellement des neurones jouait un rôle dans la mémoire, dans cette petite structure. Donc, certaines cellules, tout au cours de la vie, ont une tendance à se transformer en neurones. Donc, vous avez un peu plus de neurones dans cette structure, et ça joue aussi un rôle important. Et ce qu'ils ont montré donc, chez la souris, lorsqu'on présentait à la souris 2 heures par jour des bruits, donc il y a différentes formes de bruit, un bruit normal autour d'eux, du bruit blanc, différents types de la musique de Mozart, ainsi de suite, mais aussi le silence. Alors là, ces barres, alors je suis désolé de sa représentation un peu scientifique, mais les barres représentent simplement le nombre de nouveaux neurones qui sont créés dans leur cerveau. Vous voyez ? Et ce que vous montrez, et ce que les scientifiques aiment bien, c'est de regarder cette petite étoile. Ça signifie que c'est statistiquement significatif. Vous voyez ? Ça veut dire que la situation, on présentait en fait que du silence
à l'animal faisait que le nombre de nouveaux neurones augmentait considérablement. C'est à peu près, je dirais, 30% de plus que par rapport aux autres situations. Donc là, on a vraiment une preuve directe que le silence, au niveau de ces animaux, a eu un effet, et cet effet est la génération de nouveaux neurones qui apparaissaient dans leur cerveau. Donc c'est une des preuves directes de l'effet du silence sur le cerveau. Alors là, on comprend en fait de manière plus large l'importance de prendre soin l'environnement, des environnements sonores dans lesquels on vit, parce qu'on est bombardé du bruit. Donc les nuisances sonores, c'est un des problèmes auxquels on souffre au quotidien. Donc, par exemple, Paris, c'est une des villes les plus bruyantes du monde. C'est même en 2024, je crois qu'il y a un classement des villes les plus bruyantes. Paris était une des premières villes, avant même Hong Kong ou des très grandes villes ou New York. Donc en France, souvent, on ne prend pas forcément toujours en compte le bruit. Donc c'est souvent lié, associé à l'activité, à quelque chose. Donc c'est une nuisance qui est souvent assez peu reconnue. Donc on vit en particulier à Paris. Je pense qu'à Saint-Brieuc c'est un peu moins le cas. À Paris on vit vraiment dans un environnement très bruyant. Et alors je vous montre simplement la carte de Paris. Alors toutes les villes ont une sorte de cartographie des bruits qui sont faits régulièrement. Donc nous on a à Paris ce qu'on appelle le Bruit Paris, qui est une association qui fait ce mapping du bruit. Donc là, vous voyez Paris intramuros. Vous voyez ici l'aéroport de Roissy. Là, c'est Orly. Et les grands axes. Alors les couleurs correspondent au niveau sonore. Donc vous savez, les niveaux sonores, c'est en décibels. Lorsqu'on dépasse 67 décibels par jour, on est dans les niveaux un peu d'alerte. On dépasse les normes réglementaires. Donc là, c'est des moyennes sur toute une journée. Donc vous voyez, donc, tout ce qui est rouge, violet, c'est les régions dans lesquelles finalement on dépasse les normes de bruit. Voyez, et on voit clairement que, donc il est à peu près estimé qu'il y a à peu près 10%, et je pense que c'est un peu plus, de personnes qui sont directement exposées à un niveau de bruit qui dépasse les normes réglementaires. Donc c'est souvent des gens plus pauvres qui habitent près des aéroports. Vous voyez, Paris finalement est assez silencieuse globalement par rapport aux grands axes routiers, en particulier autour de Paris. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de régions qui sont exposées à vraiment des niveaux de bruit particulièrement, disons, particulièrement forts. Et le bruit rend malade. Ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que, déjà, c'est un risque pour l'oreille. C'est-à-dire que lorsqu'on est soumis à des hauts niveaux de bruit qui dépassent, par exemple, 80 décibels de manière permanente, il y a déjà donc une perte, on a une réduction du seuil auditif, on a des fatigues auditives, on a des acouphènes qui apparaissent, et aussi si le bruit se prolonge, on a en tout cas une perte de l'audition qui se met en place. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est que le bruit à des niveaux plus réduits, par exemple autour de 50 décibels, c'est à peu près le bruit qu'on a maintenant dans la salle, peut aussi affecter l'organisme. Et en fait, on a tout un cortège de maladies qui sont associées en fait à des niveaux de bruit qui sont relativement bas, qui sont autour de 50 décibels. Des fatigues chroniques, des troubles du sommeil, des problèmes un peu d'humeur, des troubles gastro-intestinaux, des maladies cardiovasculaires. Donc il y a toute une cohorte de différentes maladies qui ont été identifiées en association avec le bruit. Et il y a des statistiques qui déjà ont été faites. Alors l'ADEME, qui est une structure associée au ministère de la Transition écologique, a estimé en France qu'il y a à peu près 2000 décès causés par le bruit. Et c'est souvent des gens qui sont un peu plus fragiles, et souvent des décès associés, par exemple, à un infarctus du myocarde. Donc les gens, imaginez-vous que vous êtes près d'un aéroport, tous les jours vous avez ce bruit, à un moment donné, c'est difficile à vivre, et vous pouvez en mourir. Et il y a à peu près 2000 décès en France, avec un coût social qui est aussi très important. C'est-à-dire tous ces cortèges un peu de maladies associés au bruit, en fait, entraînent un certain nombre de coûts pour la société. Au niveau de européen, donc il y a l'Agence européenne de l'environnement qui a aussi fait des statistiques. Ils ont en particulier donc estimé qu'il y a à peu près 48 000 personnes par année qui ont des troubles cardiovasculaires associés au fort niveau de bruit, et à peu près 12 000 personnes qui décèdent à cause du bruit. Donc il y a à peu près 10 000 personnes qui meurent en Europe à cause du bruit trop élevé. Donc ça, c'est, je pense, un problème de santé publique réel.
qui est souvent peu pris en considération, mais que le bruit tue. C'est une réalité. Ça tue bien sûr à petit feu, mais le bruit a c'est un certain danger. Il faut le savoir. Alors pourquoi le bruit a tellement d'effets négatifs et tellement des maladies très très différentes? C'est en fait associé à ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Alors le cerveau n'est pas que dans la tête, il y a aussi en fait l'ensemble du corps qui est innervé de nerfs. Et en particulier, il y a deux grands systèmes qui sont établis, qu'on appelle le système sympathique et le système parasympathique. Et donc ce sont les systèmes qui permettent ce qu'on appelle la régulation des fonctions vitales. Donc c'est ce qui vous permet de réguler les battements du cœur, votre respiration, la digestion, certaines. Donc c'est les fonctions vitales de manière automatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'y penser. Tout est régulé d'une certaine manière sans qu'on doit y penser. Et là, il y a deux grandes branches de ce système autonome. Il y a le système sympathique qui est une sorte d'accélérateur physiologique. Donc ici, en fait, on réagit au stress, donc on a une situation un peu stressante. Le système fait qu'on respire plus rapidement, comme moi par exemple maintenant. Les battements cardiaques augmentent. Donc il y a différentes choses qui se passent dans l'organisme. On a des hormones qui sont associées, qui sont dans le sang, associées en fait à cette réaction qu'on a par rapport au stress. Et puis il y a un autre système qu'on appelle le système parasympathique, qui est plutôt un système de relaxation. Donc c'est là où le système se régénère, l'organisme se régénère. Il y a différentes hormones comme les endorphines qui font du bien et qui permettent d'une certaine manière de régénérer. Vous voyez ? Et ce qui est très important de savoir, c'est que ces deux systèmes, sympathique et parasympathique, c'est un peu comme les freins et un accélérateur d'une voiture ne peuvent pas être ensemble, ne peuvent pas être bien ensemble. On ne peut pas freiner et accélérer en même temps. Donc, soit l'un est actif, soit l'autre est actif. C'est une sorte de bascule. Donc, et donc, ça a été compris depuis longtemps. Donc, en particulier, une personne qui s'appelle Hans Selye, qui a travaillé au Canada, à l'université de Montréal. Donc, il est d'origine hongroise, mais il a travaillé longtemps, dans les années 30. Donc, ça a pris un siècle, où il a écrit dans Nature, un papier très célèbre, qui a montré pratiquement tout ce qu'on sait sur le stress actuellement, qui est en fait que les deux systèmes travaillent en collaboration. Donc, lorsque vous avez un stress, une alerte, eh bien, le système sympathique se met en route, et ensuite, après que le stress est passé, le système parasympathique vous permet de vous détendre et tout se régénère. Et après, vous avez assez de force pour pouvoir de nouveau avoir un cycle. Donc, prochain stress, vous pouvez de nouveau enclencher le système, et ainsi de suite. Donc, c'est un bon équilibre entre les deux. Ce qui se passe, malheureusement, parfois, c'est ça. C'est-à-dire que le système sympathique se met en route, mais par contre, la détente, le système parasympathique n'a pas vraiment le temps de totalement vous régénérer, et le nouveau stress fait que finalement, le système va encore de plus loin, et le système sympathique est de plus en plus actif, vous voyez, jusqu'à un niveau où ça se casse la figure, ça s'épuise, ça peut s'effondrer, vous voyez. Donc là, c'est typiquement en fait une situation dans laquelle le stress s'accumule, et l'organisme n'a plus la capacité, n'a plus le temps parfois, de se régénérer par le système parasympathique. Vous voyez ? Donc on peut rentrer un peu plus dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a une situation stressante, il y a en fait ce que nous, dans les neurosciences, on appelle un axe qui se met en place. Donc c'est un axe qu'on appelle l'hypothalamo-hypophyso-surrénalien, parce que ça implique ce qu'on appelle les surrénales. Donc les surrénales, c'est des petites glandes que vous avez au-dessus des reins, qui sont capables de sécréter des hormones comme l'adrénaline ou le cortisol. Et donc, lorsqu'il y a une situation stressante, cet axe se met en place et le cortisol et l'adrénaline se met à circuler dans la circulation sanguine. Donc, le cortisol en particulier est très important pour l'organisme. Donc, le stress est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de régulations physiologiques qui sont basées sur le cortisol. Donc, le cortisol n'est pas en soi quelque chose de mauvais. Par contre, le problème, c'est lorsque, d'une certaine manière, il y a un stress chronique, donc pendant cette phase qu'on appelle la phase de résistance, dans laquelle finalement on essaie malgré le fait qu'on n'est pas assez régénéré, on continue à lutter contre le stress, eh bien le cortisol commence à avoir un effet qui est néfaste. Et ce cortisol qui est trop long dans le sang a des effets sur, par exemple, la glycémie,
ça crée une tendance, par exemple, à la résistance à l'insuline. Vous savez que la capacité que l'insuline a de permettre le traitement du sucre fait qu'on n'a plus beaucoup de sucre dans le sang. Donc le cortisol a un effet donc, négatif sur la résistance, crée une résistance à l'insuline. Donc il y a aussi différents effets sur, par exemple, cardiovasculaire. Il y a aussi des problèmes digestifs qui sont associés à ça. Donc vous voyez, tous les cortèges de maladies dont je parlais tout à l'heure, en fait, peuvent être expliqués par des taux trop élevés de cortisol dans le sang, qui ont des effets délétères, parce que ça reste trop longtemps dans la circulation sanguine, un peu le sucre dans la glycémie, c'est à peu près la même chose. Donc vous avez une hormone qui est trop présente dans le sang, et a des effets négatifs donc sur différents systèmes, en particulier les systèmes cardiovasculaires. Donc, il y a, par exemple, lorsque vous êtes dans un stress chronique qui est prolongé sur, par exemple, plusieurs années, eh bien, vous avez 5 fois plus de chances d'avoir une infarctus du myocarde, par exemple. Donc, ça crée vraiment des risques, des situations de plus en plus risquées. Donc, c'est essentiellement lié, en fait, à une hormone qui est vraiment un peu trop concentrée dans le sang. Oui. Et c'est la même chose pour le bruit. Donc, c'est tout particulièrement le bruit affecte particulièrement l'organisme parce que l'oreille n'a pas de paupières. À la différence des yeux, c'est que c'est très difficile de ne pas entendre. On peut mettre des boules caisses, on peut mettre des bouchons d'oreille, mais on entend toujours un peu. C'est très difficile de vraiment s'isoler auditivement de l'environnement. Et ça crée cet effet-là, comme le stress. C'est-à-dire que des stimulations chroniques, pensez aux avions qui décollent près d'un aéroport, eh bien, chaque fois qu'un avion passe, vous avez une petite sécrétion de cortisol qui s'accumule au fur et à mesure dans votre organisme et crée en fait des dérégulations, par exemple une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Vous voyez, donc le son chronique, le bruit chronique crée en tout cas cette chaîne néfaste où en fait il y a des dérégulations et en particulier donc le système sympathique est beaucoup trop exprimé. Le système parasympathique n'a plus la capacité vraiment de régénérer le corps. Ça se passe comme ça. Alors il y a différentes formes, pardon, je vais revenir. Il y a différentes formes bien sûr de nuisances sonores, il y a différentes formes de silence. Donc il y a un silence ou une nuisance sonore qui sont plutôt extérieures, du bruit par exemple, ou le silence extérieur, mais il y a aussi un silence et un bruit qui peut être aussi intérieur. C'est-à-dire on peut générer nous-mêmes, d'une certaine manière, ces nuisances d'une certaine manière. C'est par exemple la petite voix intérieure, qui est souvent une forme de bavardage. Donc on est tout le temps en train d'interpréter. On a cette petite voix, moi c'est mon cas, qui dit toujours « fais mieux, fais plus », essaie d'être à la hauteur. Donc il y a en fait, finalement, cette voix intérieure est aussi une source de stress, qui n'est pas un bruit extérieur, mais qu'une sorte de bavardage intérieur qui crée en fait une situation aussi de stress chronique. Parfois, c'est une voix qui est particulièrement, disons, intensive, par exemple. Également, donc, on vit dans une société, dans un monde dans lequel le numérique est aussi une forme de bruit. C'est bien sûr digital, mais c'est un bruit aussi. Donc, on est bombardé d'informations, de sollicitations, de distractions, qui fait que ces sources de bruit peuvent aussi avoir des effets sur notre cerveau. Alors ici, c'est important de comprendre que chaque information qu'on a, par exemple du smartphone, eh bien, prend un peu du temps du cerveau. Donc c'est la phrase célèbre de Patrick Lelay, je crois même qu'il est né à Saint-Brieuc, si je me souviens bien, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il est très intelligent. En 2004, donc, il était patron de TF1. Il a dit « Ce qu'on vend à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. » Vous voyez? Donc, c'est tout à fait juste. L'objectif des grands médias, c'est justement de vous accaparer votre attention, et bien sûr de vendre leurs produits. Donc, on vit dans ce qu'on pourrait appeler une économie de l'attention, dans laquelle il y a vraiment un enjeu autour de l'attention actuellement, et dans lequel, en fait, à force de sollicitation et de bombardement d'informations, c'est une forme de bruit digital qui se met en place et qui épuise notre cerveau également. Alors j'aime bien présenter cette image, peut-être vous la connaissez. C'est une image qui était célèbre il y a quelques années, mais peut-être elle est moins célèbre maintenant. Donc c'est une personne, c'est vraiment une image qui a été faite en Californie,
dans lequel, par hasard, une personne qui avait l'habitude de photographier les baleines, là c'est une baleine à bosse, qui apparaît au niveau du golfe de Californie, et par hasard il a pris une personne qui était sur un bateau et qui était, vous voyez, en train de regarder son téléphone portable. Donc vous avez peut-être des adolescents, vous connaissez des adolescents, moi j'en ai quelques-uns. Une baleine c'est 12 mètres qui se passe à quelques mètres de vous, et c'est pas pris vraiment en considération. Donc vous voyez que le numérique fait vraiment qu'on a de moins en moins de temps de cerveau disponible pour, par exemple, observer quelque chose de si gigantesque qu'une baleine. Donc j'aime beaucoup cette image. Alors, et il y a bien sûr ce qu'on pourrait appeler la fatigue informationnelle. Donc on sait plus ou moins qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on a trop d'informations. Et il y a une courbe très célèbre qui, vous voyez, date de 1908, donc c'est vraiment une courbe qui est très réputée, de deux Américains qui s'appellent Yerkes et Dobson, qui ont mis en évidence cette courbe. Alors je suis désolé encore de montrer une courbe, mais c'est une courbe qui montre, vous avez ici le niveau d'information, le niveau de stress que vous donnez à un individu par rapport à sa performance, la manière dont, par exemple, il peut être capable de traiter une information. Et c'est une forme en cloche, vous voyez. Donc lorsque on a peu d'informations, on a peu de stress d'une certaine manière, on a une sorte d'ennui et on a une tendance un tout petit peu à s'ennuyer et à rien faire. Mais par contre, plus on a d'informations, plus on arrive à un état dans lequel on est bien capable de traiter l'information qu'on monte dans de bonnes conditions. Mais par contre, lorsqu'on a trop d'informations, la courbe va de nouveau vers le bas. Ça veut dire que nos performances à traiter l'information commencent à se modifier, se réduire. Il apparaît aussi des phénomènes d'anxiété, peut-être d'agressivité, et ça peut conduire vers un épuisement. Donc il y a une courbe comme ça qui suggère que trop d'informations, ça tue l'information, vous voyez. Et on sait aussi au niveau neuronal ce qui se passe précisément, c'est que une petite partie du cerveau, en fait, est très importante pour traiter l'information, c'est ce qu'on appelle le cortex frontal. À partir de cette partie ici qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est celle que vous avez derrière le front, vous voyez. C'est une région très importante pour ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives sont ce qui vous permet en fait de focaliser votre attention sur un objet, en évitant d'être trop distrait par d'autres choses. Par exemple, maintenant, vous êtes attentif à ce que je dis, mais vous êtes moins attentif à ce qui se passe autour de vous, au bruit dans la salle, etc. Donc c'est cette petite région du cerveau qui permet de vous focaliser pour atteindre, par exemple, pour suivre, disons, mon discours jusqu'à la fin. Et cette structure, en fait, est extrêmement modulée par des neurotransmetteurs qu'on appelle la noradrénaline ou la dopamine. Donc ces neurotransmetteurs, en fait, permettent d'une certaine manière à la zone d'être plus ou moins active. Et ce qui se passe, on a exactement cette courbe-là, c'est-à-dire que lorsqu'on a de l'information, cette partie du cerveau est capable de traiter l'information. Il y a le niveau de dopamine, noradrénaline permettent à cette région de fonctionner effectivement, de bien fonctionner. Mais par contre, lorsqu'il y a trop de dopamine, trop de noradrénaline dans le cerveau, il se passe l'effet inverse. C'est-à-dire que cette région n'est plus capable de traiter l'information et est ce qu'on appelle inhibée. Donc c'est-à-dire qu'il y a un effet paradoxal de ces molécules, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à vous d'améliorer l'attention, mais jusqu'à un certain point dans lequel finalement on peut, lorsqu'il y a trop d'informations, trop de ces substances, eh bien il y a un effet qui est contraire en fait. Et on voit typiquement cette situation-là, par exemple, lorsqu'il y a un joueur de tennis. Donc il a une stratégie, il met en place la stratégie au début, donc il est capable de bien mettre en place son plan, mais lorsqu'il est un tout petit peu débordé par la situation, il est plus stressé, eh bien il est plus capable de voir clairement les choses. Et donc à ce moment-là, il fait des erreurs et il réagit de manière automatique, vous voyez. Donc il y a une sorte de ce qu'on appelle un switch entre donc ces régions qui sont capables d'une certaine manière de traiter l'information, de focaliser sur une stratégie par exemple, vers des réseaux qui sont plus une activité qui est beaucoup plus associée à des réflexes, à des réactions beaucoup plus rapides. Et donc on a deux modes de traitement de l'information. Il y a une personne qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel, qui a fait cette hypothèse des deux vitesses de la pensée. C'est qu'il y a une pensée qui est plus rationnelle, qui est plus longue, qui
qui demande un peu plus d'effort à se mettre en place et qui est un peu moins émotionnel, et une pensée qui est plus automatique et un traitement qui est un peu plus rapide. Alors les deux sont très importantes. Il parle de système 1 et système 2, donc les deux sont très importants. Cette partie rapide était très importante pour notre survie, pour notre évolution. Néanmoins, l'autre partie est aussi très importante, c'est-à-dire que le fait qu'on peut se focaliser, on peut suivre un certain nombre d'objectifs sur le long terme, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc ça implique des structures différentes dans le cerveau. Et d'après moi, donc, je vais présenter ça de manière un peu caricaturale, mais c'est ce système 2 qui est un peu le cerveau un peu lent, peut être vu un peu, par exemple, comme ce que les gens faisaient dans le métro il y a quelques années, vous voyez. Ils lisaient le journal. Donc c'est comme lire un livre. Ça nécessite pendant 10 minutes de se concentrer sur une page et de lire un texte et d'en comprendre le message. Et vous voyez, donc actuellement, quand j'étais hier à Paris, je voyais exactement cette scène. On a tout le monde a les téléphones portables et on fait un traitement très rapide. C'est qu'on a un traitement, on réagit beaucoup à ce qu'on voit. Et donc c'est une autre manière d'aborder l'information. Vous voyez. Donc je pense que ces distinctions entre deux systèmes, à mon avis, a beaucoup de sens. Et souvent, effectivement, on a plutôt tendance à privilégier ce traitement rapide au profit en fait d'un système qui est beaucoup plus lent à se mettre en place, mais qui demande un peu plus d'effort aussi, mais qui est également aussi quelque chose qu'on peut aussi avoir. Le problème, c'est quand il y a trop d'informations, trop de bruit, eh bien, on peut s'épuiser. Et il y a une situation très claire qu'on appelle l'épuisement professionnel, donc le burn-out, dans laquelle, en fait, il a été montré, par exemple, chez des étudiants de médecine qui sont des internes de médecine, qui ont des cadences de travail inimaginables. Il y a un article qui a regardé leur cerveau et se sont rendus compte vraiment d'une forme de perte d'activité de cette région frontale. Donc, à force de stress, cette région du cerveau qui vous permet d'ordonner vos pensées, de focaliser sur des éléments, sur des choses importantes, eh bien, n'est plus capable vraiment de travailler. Et c'est un des symptômes du burn-out, de l'épuisement professionnel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement de la structure du cerveau qui se met en place dans le cortex frontal. Alors, quel est l'antidote à tous ces effets un peu négatifs du bruit, des nuisances sonores, du bruit digital? C'est les pauses en particulier cognitives. On dit, on arrête, je fais une pause. C'est très simple, mais c'est l'antidote qui marche le mieux. Alors, je n'ai pas le temps de faire cette expérience, mais c'est une autre courbe qui montre en fait que si je ferais une pause maintenant, par exemple, pendant ma présentation, eh bien, parce que vous commencez maintenant un tout petit peu un peu moins attentif. Parce que l'attention est quand même quelque chose qui est important, je bafouille un peu, vous commencez à penser à d'autres choses. Donc, je refais une petite pause maintenant. Vous voyez, on aurait plutôt la courbe rouge. C'est-à-dire que les courbes montrent l'attention que vous apportez à quelque chose. Donc ça se casse la gueule très rapidement. Au bout de 10 minutes, environ 20 minutes, ça commence à être un peu plus difficile. Mais on ferait une pause maintenant. L'attention serait de nouveau activée. Et pendant quelques minutes, vous pourriez encore de nouveau mieux comprendre, en tout cas mieux assimiler ce que je dis. Et si on ferait 2 pauses, ça serait encore mieux. Vous voyez. Donc ça, c'est le pouvoir des pauses. Ça a été bien montré qu'au bout de 20 minutes, c'est un peu difficile. Et le fait de faire des petites pauses de quelques minutes suffisent pour relancer d'une certaine manière l'attention et pouvoir de nouveau rafraîchir d'une certaine manière le cerveau. Et les pauses les plus efficaces pour de manière clarifier l'esprit, c'est les pauses de silence. On ne fait rien du tout. C'est qu'on n'écoute pas de la musique, on ne regarde pas son téléphone portable, on arrête. C'est-à-dire que c'est une activité dans laquelle il n'y a rien. Alors, c'est très efficace aussi le silence. Ça a été observé dans une expérience d'un Italien qui s'appelle Luciano Bernardi. Et c'est un cas de sérendipité parce que Bernardi, en fait, est un spécialiste de la musique. Et il a regardé en fait l'effet de la musique sur, en particulier, l'activité physiologique, comme par exemple les battements cardiaques, donc la pression artérielle ici, ou les battements cardiaques, vous voyez. Donc il s'intéresse aux effets physiologiques de la musique. Et donc il a montré à des individus, ici les courbes représentent en fait l'activité physiologique, donc la pression artérielle ou alors les battements cardiaques
avec différentes formes de musique. Donc il y a la techno, le rap, ainsi de suite. Mais il s'est rendu compte, un peu par hasard, que les pauses avant la musique avaient un effet en fait sur la physiologie beaucoup plus importante que la musique. C'est la barre noire ici, qui montre que très rapidement, au bout de 2 minutes, vous avez votre pression artérielle qui réduit considérablement. De nouveau, il y a une petite étoile qui suggère en fait que c'est significatif par rapport à une situation un peu de repos. Et de la même manière pour les battements cardiaques. Vous voyez, donc 2 minutes de silence suffisent pour, d'une certaine manière, avoir un effet physiologique sur votre battement cardiaque et votre pression artérielle. Alors ça se passe comme ça aussi dans le cerveau. C'est comme en fait un phénomène de décantation. Donc on est un peu confus, on a beaucoup d'informations. Par exemple, maintenant, vous entendez ce que je dis, il y a plein d'informations et vous allez peut-être attendre un tout petit peu, peut-être vous allez tout à l'heure partir et demain matin, vous avez l'impression que les choses sont plus claires. Vous avez peut-être capté un certain nombre d'éléments qui sont de ma présentation. Donc il y a vraiment un phénomène de décantation dans lequel l'esprit est un tout petit peu trouble. Et si on attend un peu, si on fait des pauses, on a un esprit qui est beaucoup plus clair. Donc c'est ce qui se passe dans les pauses de silence en particulier. Donc il y a un phénomène de décantation dans le cerveau. Il y a des mécanismes sous-jacents, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, je n'aurai pas le temps, mais ces mécanismes de décantation sont associés à différents systèmes qui permettent au cerveau de se régénérer. Donc il y a un système très important qui s'appelle le système glymphatique, qui est en fait un système d'évacuation des détritus associés à l'activité neuronale. Et en particulier, il y a des cellules qui ne sont pas les neurones, qui sont ici représentées ici, mais ces cellules qui sont de soutien des neurones, qu'on appelle les cellules gliales, qui jouent un rôle très important dans ce phénomène de décantation. Donc le fait de faire une pause, le fait de se mettre un peu dans le silence, c'est un peu comme une forme de douche que vous prenez, que votre cerveau prend. Ça enlève un peu ces impuretés, et c'est donc un mécanisme qui est proposé pour expliquer ce qui se passe pendant ces moments de pause, mais malheureusement, je n'ai pas le temps ici de rentrer trop dans les détails. Mais une des situations dans lesquelles les pauses sont les plus efficaces, c'est les pauses dans la nature. Et donc, bien sûr, la nature, ce n'est pas le silence, mais c'est quand même un bruit extrêmement réduit et des bruits très particuliers. Donc, ce que je vais maintenant finir par vous montrer, c'est que les pauses dans la nature sont très très importantes pour le cerveau. Et je vais vous donner un certain nombre d'explications. Alors, tout le monde sait bien sûr que faire l'expérience de la nature fait du bien. Donc, la nature suspend nos préoccupations, nos inquiétudes. Et donc, de manière très intéressante, je trouve, c'est une source continuelle de joie. Donc, vous pourrez aller au bord de la mer des milliers de fois, et vous avez chaque fois un sentiment particulier. Dans mon cas, par exemple, de regarder les coups de soleil, je pourrais en voir 10 000. Chaque fois, ça me procure une émotion particulière. Donc, c'est-à-dire que la nature, à la différence peut-être d'autres situations qui nous rendent heureux, eh bien, c'est une source inépuisable, d'une certaine manière, de joie. Donc c'est très particulier. Et je me suis personnellement rendu compte de l'importance de l'expérience de la nature pendant le confinement. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a 5 ans, les gens l'oublient, 5 milliards de personnes ont été confinées à travers le monde. Donc c'était vraiment une expérience traumatique pour la plupart des individus sur le monde. Donc en ce qui me concerne, en tant qu'un peu privilégié, j'étais confiné à Paris. Et je me suis vraiment rendu compte physiquement que la nature me manquait. Et donc j'ai eu la chance de sortir de Paris, de me mettre au vert par la suite, pendant les autres confinements. Et je me suis rendu compte vraiment que la nature m'aidait en fait à suspendre, à réduire mes inquiétudes, mes incertitudes. Et plusieurs études ont montré en fait que les gens qui avaient un accès à la nature, un jardin ou même un petit balcon avec quelques fleurs, passaient en fait cette époque difficile beaucoup plus facilement que ceux qui ont été dépourvus. Donc c'est-à-dire que la nature, en tout cas pendant la pandémie, a clairement montré en fait son efficacité pratiquement thérapeutique. Et alors pourquoi la nature nous fait autant de bien? Il y a plusieurs explications, mais je trouve qu'une des explications la plus valide, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la biophilie. Donc la biophilie, c'est l'amour de la nature. Et pourquoi en fait on aime autant la nature? C'est probablement lié à notre évolution. C'est-à-dire qu'on vit en ville, donc actuellement à peu près 50% de la population mondiale vit en ville.
Et en fait, c'est un phénomène qui est très récent. Par exemple, en France, au début du XXe siècle, en 1900, 15%, je ne me trompe pas, des personnes vivaient en ville. Donc la plupart des gens étaient, il y a un siècle, à la campagne. Et c'est l'exode rural qui a fait qu'ils se sont déplacés vers les villes. Donc c'est un phénomène qui est très récent, avec donc la révolution industrielle. Et 200 ans, c'est rien par rapport à l'histoire de l'humanité. Alors si on croit les premiers fossiles qui ont été observés de l'homme, donc au Maroc, à Djebel Irhoud, ça remonte à peu près à 300 000 ans. Et on peut encore monter encore plus loin, si on regarde les premiers hominidés, ça remonte à peu près à 8 millions d'années. Donc vous voyez que finalement notre espèce a vécu tout le temps dans la nature. C'est seulement maintenant que peut-être 0,01% du temps où maintenant on vit en ville. Donc notre cerveau finalement s'est construit à proximité avec la nature, en synchronie avec la nature. Et c'est une hypothèse de la biophilie en particulier qui a été développée par un grand physiologiste qui s'appelle Edward O. Wilson et qui a suggéré en fait qu'on aime la nature, on est spontanément attiré par la nature parce qu'on a appris à déterminer dans la nature des éléments qui ont servi à notre survie. Vous voyez, par exemple, on aime bien ce type de paysage parce qu'on voit un horizon, il y a quelques arbres dans lesquels on peut monter si on est agressé par un animal, par exemple. Il y a des points d'eau, il y a aussi quelques animaux, donc on aime bien ce genre de paysage parce que finalement ça ressemble beaucoup à notre biotope d'origine. Donc ça, c'est l'explication de la biophilie, c'est qu'on a la nature en nous. Et même si on vit en ville, même si on ne veut rien à faire avec la nature, on a une sorte d'héritage biologique qui fait qu'on a une tendance à aimer la nature, et la nature a un pouvoir aussi sur nous. Ça a été montré par exemple par deux Américains qui s'appellent John Fogg et John Ballin, qui ont montré en fait, ils ont fait vraiment une expérience très simple qui est simplement de montrer des photos de différents écosystèmes à différents individus, à des participants de différentes régions du monde, des Africains, des Américains, des Européens. Et chaque fois qu'ils montraient la photo, ils disaient quelles sont les photos que vous préférez à travers ces 5 photos. Donc ici, vous avez la jungle, la savane, le désert, une sorte de forêt de conifères, des feuillus ici. Donc, quel est en fait le paysage que vous préférez? C'était la question qu'ils posaient. Alors, je ne fais pas la statistique aujourd'hui, mais la plupart du temps, les gens ont une tendance à répondre à l'image B ici, qui est l'image de la savane, et qui est finalement l'écosystème, le biotope qu'on connaît de nos origines, donc avec un horizon, avec quelques animaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a une tendance spontanée à aimer certains types de paysages liés à une sorte liés à notre héritage d'évolution. Donc c'est une première preuve que pourquoi la nature, d'une certaine manière, a un effet sur nous. Une autre preuve que j'aime beaucoup, c'est l'effet de la nature, en particulier sur des gens qui sont malades. Et il y a une expérience, un travail très important qui a été fait par une personne qui s'appelle Roger Ulrich, qui a été publié dans Science, donc c'est une revue américaine prestigieuse, en 1984. Et c'est une expérience vraiment très très simple dans laquelle il s'est informé sur ce que voyaient les patients de leur fenêtre d'hôpital. Donc c'est des patients qui devaient rester à l'hôpital en raison d'une opération chirurgicale de l'abdomen, donc ils devaient rester assez longtemps à l'hôpital. Et il a séparé 2 groupes, des gens qui avaient une fenêtre on voyait en fait des bâtiments, vous voyez comme ça par exemple, ou alors des fenêtres dans lesquelles on voyait un paysage, vous voyez. Et clairement, il y a des différences statistiques sur l'évolution des malades après l'opération. Donc les malades qui avaient une vue verte, en fait, se rétablissaient beaucoup plus vite. Ils avaient besoin de moins d'antidoleurs et partaient de manière moyenne 2 jours avant les personnes qui avaient un mur de briques à leur disposition. Vous voyez. Donc ça montre vraiment l'effet que simplement la vision de la nature d'une fenêtre a déjà un effet physiologique sur le corps et ici ont aidé véritablement à la convalescence des personnes qui étaient ici à l'hôpital. Donc c'est un effet très très fort qu'on peut mettre en évidence. Alors comme c'est la semaine un peu du bruit, je voulais présenter aussi un exemple autour des sons. Donc c'est encore des courbes et malheureusement c'est peut-être un peu
représentation qui est peut-être un peu trop scientifique, mais en tout cas, il montre deux situations dans lesquelles, c'est une étude japonaise qui montre, on présentait des sons de forêt aux individus ou des sons de ville. Et là, c'est l'activation sympathique. Donc, vous savez, c'est cet accélérateur physiologique dont je parlais tout à l'heure. Et là, c'est les battements cardiaques. Vous voyez. Et clairement, on voit lorsque vous entendez des bruits, par exemple d'oiseaux ou de paysages sonores liés à la forêt, clairement, au bout de quelques minutes, vous avez un effet également sur l'activité sympathique qui se met en place. Donc, je ne sais pas si le silence est plus efficace que les sons de la forêt, ça je ne sais pas. Mais clairement, c'est un effet qui est très très semblable à celui que j'ai présenté précédemment. Il y a une augmentation du système parasympathique, on se détend, on se relaxe, et une diminution du système sympathique. Et également, les battements cardiaques se modifient. Donc instinctivement, lorsqu'on entend des sons de la nature, ça nous fait du bien. C'est quelque chose qu'on a pratiquement inné en nous. C'est quelque chose qui est très fort. Et il y a des grandes statistiques, en particulier une statistique qui a été faite en Hollande, dans laquelle ils ont regardé en fait les dossiers médicaux de 350 000 Hollandais. Donc, et ils ont montré en fait que plus on a de la nature autour de nous, et en particulier, donc, si vous avez de la nature à 1 à 3 km de votre habitation, donc ça vous concerne directement, je crois que tous les gens ici sont dans cette catégorie-là, eh bien, vous avez des réductions de certains types de maladies. Par exemple, les douleurs, l'anxiété, les dépressions, l'asthme, les AVC, les migraines, tout ça, ça diminue considérablement par rapport aux gens qui ont moins de nature autour d'eux. Donc il y a vraiment, statistiquement, une relation entre la présence de la nature et l'apparition de certains types de maladies autour des gens. Alors on pourrait se dire, c'est peut-être lié au niveau socio-économique, c'est parfois difficile de comprendre véritablement pourquoi la nature a autant d'effets sur certains types de maladies. On pourrait dire que c'est des gens plus riches, donc peut-être ils ont cet accès à la nature, parce que ça coûte plus cher de vivre à côté de la nature. Et donc il y a plusieurs explications. Et récemment, il y a une étude qui a été faite dans PNAS, donc une très grande revue scientifique, qui a essayé un peu de pondérer ces effets qu'on appelle confondants. Donc, et en particulier, ils ont regardé en fait l'effet de la nature sur les enfants. Ils ont regardé 1 million d'enfants à peu près qui ont été nés au Danemark entre 1985 et 2013. Ils ont regardé si ces enfants avaient ensuite des problèmes psychiatriques, donc des troubles psychiatriques. Et ils sont apparus clairement que lorsqu'on est associé on vit dans notre enfance dans des paysages naturels, eh bien on réduit considérablement le risque de développer des troubles, des affections mentales, de 55%. Donc c'est quelque chose qui est très très... Et ils ont fait très très fort. Ils ont fait donc une comparaison entre les différents niveaux socio-économiques. Ils ont comparé aussi les différentes régions l'une avec l'autre. Ils ont vu toujours ce même phénomène. Donc c'est-à-dire que cet effet de la nature n'est pas forcément uniquement lié au niveau socio-économique, par exemple, mais c'est lié vraiment à un effet qui est direct de l'exposition à la nature. Une autre étude a montré également l'effet d'exposition à la nature sur les enfants, et en particulier sur leur apprentissage. Et c'est une étude aussi dans une revue, la grande revue américaine PNAS, il y a quelques années. C'est une étude qui a été menée sur des enfants de la ville de Barcelone. Donc ce sont des écoliers, je crois qu'ils étaient entre 5 et 12 ans, je crois. 2500 personnes enfants ont été suivis pendant 1 an, dans lequel ils ont traqué, entre guillemets, la manière dont les enfants étaient exposés à des paysages naturels. Donc chez eux, lorsqu'ils allaient à l'école ou à l'école elle-même, donc ils savaient pratiquement tous les jours combien de doses de nature, si je peux me permettre cette expression, doses de nature ils ont reçues par jour. Et ils ont fait des tests psychologiques, donc ils ont fait 4 tests psychologiques sur une année. Donc ici vous avez les 4 tests. Ils ont testé ce qu'on appelle la mémoire de travail. Donc, la mémoire de travail, c'est ce qui vous permet de conserver des choses en tête. Donc c'est très important pour ce que j'ai appelé tout à l'heure les fonctions exécutives, donc la manière dont vous pouvez vous focaliser sur des événements. Et vous voyez que en vert, ce sont les enfants qui étaient exposés la plus grande dose de nature, et en jaune ici, c'est les enfants qui ont le moins d'exposition à la nature. Et vous voyez vraiment qu'il y a une différence au bout d'une année entre les deux catégories. Donc vous voyez, ça affecte la nature, et la nature qui est parfois très brève, donc simplement la nature qu'on voit d'un bus pour aller à l'école, ça a un effet sur l'apprentissage des enfants. C'est quelque chose qui est
qui est incroyable. Donc on voit l'importance de mettre des arbres, de nature à l'école. Donc là, c'est une école en région parisienne, donc à Aulnay-sous-Bois. Vous voyez qu'il y a un seul arbre. Donc c'est très, très triste au niveau naturel, ces environnements-là. Donc ce type d'études, si on les prend au sérieux, doivent considérer aussi l'exposition à la nature au sein des écoles, par exemple. Donc alors, pourquoi la nature a tout particulièrement un effet sur le cerveau? Alors ça, c'est une hypothèse qui a été développée aussi aux États-Unis par deux grands chercheurs qui s'appellent Rachel Kaplan et Steven Kaplan. Donc ce sont des époux qui ont fait une hypothèse sur pourquoi la nature a tellement d'effets sur notre esprit et sur notre cerveau en particulier. Et ils ont fait l'hypothèse qu'on appelle de la restauration de l'attention. Donc ils ont parti déjà de l'hypothèse qu'une des caractéristiques de l'homme, c'est qu'on rumine énormément. Donc on rumine, et il a été estimé par exemple qu'on passe à peu près la moitié du temps, 50% du temps, à penser à autre chose que ce qu'on est en train de faire sur le moment. Donc souvent, imaginez-vous faire éplucher les pommes de terre ou les carottes, on a un petit moulin qui commence à penser à plein de choses, et souvent le contenu de ce qu'on pense est souvent assez négatif. Donc on pense à ce qui s'est passé, donc on a des regrets, ou on est de manière anxieuse, parfois on se projette dans le futur, dans lequel on a peur de certaines situations dans le futur, donc on n'est pas là, à peu près dans 50% du temps. Et ce qui a été proposé par ces deux chercheurs américains, c'est que la nature, en fait, a cette capacité de nous arrêter les ruminations. Donc, parce que la nature est belle, on est spontanément attiré par cette beauté, et ce qui fait qu'on arrête de ruminer. Donc, ça fait un phénomène qui est très simple, et il y a des petites pauses, des micro-pauses un peu, qui permettent au cerveau de se régénérer, en particulier à l'attention de se régénérer. Donc, c'était au départ un peu une hypothèse un peu de scientifique, comme on en fait tous, mais ça a été vraiment prouvé dans une étude récemment, également dans une revue américaine, en 2015, qui ont fait des scanners de personnes après avoir fait des promenades. Alors ils avaient deux groupes, un groupe de personnes qui faisaient une promenade dans un paysage naturel, donc c'est un parc, je crois que c'est à Stanford, donc il y a des endroits naturels, et puis un groupe qui faisait une promenade en ville, et ici je crois que c'est San Diego. Et donc ils avaient deux groupes, et après cette promenade, ils faisaient un scanner de leur cerveau, et ils regardaient comment en particulier le cortex, une partie du cortex préfrontal dont je parlais tout à l'heure, s'activait. Et vous voyez clairement, encore ces deux barres, cette barre où les gens font cette promenade dans cet environnement boisé, eh bien il y a une réduction de l'activité qui est très très différente des individus lorsqu'ils ont fait leur propre promenade en ville. Donc ça, cette région particulière qui a été ici observée, c'est la région essentiellement impliquée dans la rumination. C'est la région qui permet au cerveau de répéter des événements, ainsi de suite. Donc ça veut dire que là, ça montre que cette promenade dans la forêt a permis d'une certaine manière de stopper les ruminations chez les gens. Donc c'est vraiment une preuve scientifique pour moi de l'effet de la nature sur le cerveau, en particulier sur les ruminations. Vous voyez ? Alors, bien sûr, rien n'est plus intensif qu'une immersion dans la nature totale, qui est par exemple dans la forêt. Donc c'est l'effet de la forêt. Donc, c'est polysensoriel, incluant le silence, bien sûr. Il y a le silence de la forêt, mais il y a aussi tous les sons, les odeurs, les bruits. Donc, c'est vraiment un ensemble d'éléments dans lesquels on est immergé. Il y a beaucoup d'évidences qui suggèrent que cette immersion dans la forêt joue un rôle très important et extrêmement bénéfique pour l'organisme et pour le cerveau en particulier. Alors, les premières études ont été surtout faites au Japon, en particulier en 1982, donc ça fait vraiment 40 ans maintenant, presque 50 ans, que le gouvernement japonais en fait, a déclaré en fait, les promenades dans la nature, les promenades dans la forêt en particulier, comme un élément très important dans l'hygiène de vie. Donc c'était pratiquement une recommandation officielle que les Japonais donnaient, que le gouvernement japonais donnait à leur population. Et donc cet intérêt des Japonais pour la nature, hein, l'effet en particulier des forêts, a été aussi associé en fait à la grande industrialisation. Dans les années 80, en fait, c'est le premier cas où les Japonais se sont rendus compte que trop travailler, ça peut tuer. Et il y a un mot pour ça au japonais qui signifie karoshi, ça veut dire mourir par dépassement au travail.
ça signifie que ce sont des gens qu'on a trouvés morts, par exemple sur leur bureau, ils ont travaillé toute la nuit, ils ont fait un infarctus, par exemple, ils ont fait un AVC. Donc c'est des cas de karoshi, donc c'est des cas qu'on ne connaissait pas encore en Europe, mais c'était extrêmement associé à la grande industrialisation des Japonais dans les années 80, et la pression aussi et le stress que les employés vivaient. Donc ils ont essayé de réfléchir à des solutions pour pouvoir un tout petit peu aider les gens qui étaient trop stressés. Donc ils ont mis en évidence, ils ont introduit cette notion donc, de promenade dans la forêt comme une sorte d'antidote à ces effets néfastes du stress. Et on appelle ça le Shirin-yoku. Donc c'est le Shirin-yoku, simplement en fait 30 minutes dans lesquelles vous êtes dans la forêt. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais beaucoup d'études ont montré les effets bénéfiques de la présence des arbres sur l'organisme. En particulier, il y a quelqu'un de très célèbre qui s'appelle le docteur Lee, qui est ici, qui est à l'université médicale de Tokyo, qui s'est très intéressé sur l'effet des odeurs de la forêt sur le système immunitaire. Donc il y a plusieurs résultats très importants qui ont montré en fait que les odeurs dans la forêt qu'on appelle les phytoncides, donc c'est des molécules organiques qui sont très complexes. Il y a des limonènes, il y a différentes molécules ici que j'ai présentées, les terpènes, donc, qui sont ces fortes odeurs de la forêt. Mais ces odeurs complexes organiques sont souvent utilisées par les arbres, soit pour communiquer les uns avec les autres, soit pour se défendre des champignons. Et bien, ces odeurs particulières ont un effet sur le système immunitaire. Ça a été bien montré avec un certain type de cellules du système immunitaire qu'on appelle les cellules killer cells, donc cellules tueuses. Donc, le système immunitaire reconnaît très rapidement si un événement si un agent infectieux n'appartient pas à l'organisme. Donc il a en fait des cellules qui sont spécialisées pour s'approcher de ces, par exemple, bactéries et les tuer. Donc c'est vraiment des sortes de sentinelles de notre système immunitaire. Et il a montré en fait qu'après 6 heures de promenade, ici c'est le nombre de ces cellules NK qui sont dans le système immunitaire, après 6 heures de marche en forêt, et après, il regarde comment ça évolue dans le temps, vous voyez. Et donc, vous voyez, là, c'est le niveau normal, et ensuite, après la promenade donc, intensive de 6 heures dans la forêt, il y a une augmentation à peu près de 50% de ces cellules du système immunitaire. Et après, même longtemps après, environ 30 jours après avoir fait la promenade, donc ils n'ont rien fait d'autre qu'une fois une promenade, une randonnée bien intensive, vous voyez que le niveau de ces cellules reste encore très élevé. Donc c'est-à-dire qu'une bonne randonnée dans la forêt a un effet en fait à peu près sur 1 mois. Et donc c'est remarquable. Donc ça signifie qu'il y a un effet de ces odeurs de la forêt sur le système immunitaire qui nous aide à nous projeter, de nous protéger de certains types d'agents infectieux. Mais ils ont montré aussi, les Japonais, qu'il y a un effet aussi sur le système parasympathique dont je parlais. Donc ce système de régénération du corps, qui est très important pour régénérer en particulier dans la situation de stress. Et en particulier, ils ont montré que le simple fait de contempler la nature, donc ils ont fait des études dans lesquelles ils comparaient des gens qui contemplaient simplement la nature sur une chaise, comme vous voyez, à des gens qui marchaient dans la forêt, parce qu'on pourrait dire l'effet bénéfique, c'est un peu l'activité physique dans la forêt. Et en fait, ils ont montré sur pas mal de personnes, et sur différentes formes de forêt au Japon, que simplement contempler la forêt a un effet extrêmement efficace, extrêmement intense sur le système parasympathique, comme vous voyez ici. Et le fait de marcher, ça crée un effet qui est beaucoup plus faible et aussi un effet beaucoup plus intensif par rapport à la même situation lorsqu'on est en ville. Vous voyez. Donc c'est-à-dire que l'observation, la contemplation de la nature a un effet sur notre système parasympathique et vous permet d'une certaine manière de vous régénérer. Il a été aussi montré tout récemment qu'une simple visite, donc c'est une étude toute récente de 2025 qui a été faite à Tokyo sur des patients déprimés. Donc il y a des patients qui ont été hospitalisés pour une dépression souvent majeure et qu'ils ont fait, ils ont demandé aux patients 3 fois, tous les dimanches, je crois, donc pendant 3 semaines, ils les ont fait sortir de l'hôpital, ils ont mis devant en fait, un micro-espace digitalisé. Vous voyez, simplement un mur avec quelques végétaux. Donc c'est vraiment très rudimentaire.
4 minutes simplement, et ils ont vu déjà sur ces patients donc, cliniques des effets sur l'activité parasympathique. C'est que simplement l'exposition pendant quelques minutes a déjà eu des effets sur leur physiologie. Et ils ont regardé aussi les scores un peu liés à la dépression. Ils ont vu vraiment une amélioration de la condition associée à la dépression chez ces individus. C'est-à-dire que ça suggère qu'on n'a pas besoin forcément d'aller dans la forêt pour déjà profiter des bénéfices de la nature. Ça peut être très, 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 très rudimentaire. Peut-être simplement quelques fleurs sur un jardin pourraient suffire. Quelques fleurs sur un balcon ou un petit jardin peut suffire pour avoir un effet physiologique ici dans le système parasympathique. Donc ça suggère aussi que la nature peut être pratiquement une thérapie qui peut être proposée. Donc il y a beaucoup de discussions en France, mais surtout à l'étranger, sur est-ce qu'on peut recommander la nature sous forme de prescription médicale. Donc on n'est pas encore là, mais les choses commencent à avancer. Par exemple, certains hôpitaux proposent des espaces végétalisés, par exemple ce qu'il y a à Nancy, par exemple à des personnes qui ont Alzheimer. C'est ce qu'a mis en place une personne qui s'appelle Thérèse Jonvaux, qui est un neurologue qui est spécialisé dans la maladie d'Alzheimer. Il propose en fait aux patients d'avoir accès en fait à un petit jardin comme ça que vous voyez, et donc elle voit des bénéfices très importants sur les patients. Donc c'est-à-dire que cet effet de la nature peut être vraiment mis en pratique de manière thérapeutique dans certaines situations. Donc je ne vais pas rentrer, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais une des choses qui s'y ressort, c'est l'effet de la nature, mais également l'effet de la lumière naturelle. Donc la lumière naturelle est tout particulièrement importante pour, en particulier, ça resynchroniser certaines horloges, et ces horloges ont tendance à parfois être un peu malmenées, disons, dans les hôpitaux dans lesquels souvent la lumière est souvent très artificielle, dans lesquels il y a parfois une lumière qui est permanente. Et donc le fait d'avoir accès à la lumière naturelle, par exemple en sortant de la chambre d'hôpital, permet peut-être de résynchroniser ces horloges, et donc elle peut avoir un effet aussi très bénéfique sur ces malades. Donc je vais bientôt avoir fini, ne vous inquiétez pas. Donc il y a plusieurs bénéfices physiologiques de l'expérience de la nature, incluant l'expérience du silence de la nature. Mais là je fais un peu un résumé de ce que j'ai dit dans les minutes précédentes. Donc ça améliore la santé physique, le cœur et le système immunitaire, ça améliore la concentration, la créativité également, ça réduit le risque de certaines maladies psychiatriques, ça a démontré chez les enfants, ça réduit l'anxiété, le stress, ça améliore aussi le bien-être, ça améliore aussi le sommeil, et ça réduit le risque de dépression. C'est les aspects les plus importants qui ont été mis en évidence scientifiquement dans, en tout cas, les effets de la nature sur les individus. Malheureusement, nos enfants, en particulier les miens, sont un peu déconnectés de la nature. C'est très difficile parfois pour les citadins, peut-être c'est différent ici à Saint-Brieuc, mais c'est très difficile de motiver parfois les enfants à faire une petite promenade dans la forêt, par exemple. Et ça a été bien montré par des scores. Donc ici, vous avez en fait les âges, et là, vous avez en fait un indice qui a été défini qui permettent de voir comment vous êtes connecté avec la nature. Donc c'est des questionnaires dans lesquels il y a un certain nombre de questions. Ils peuvent établir en fait un score qui correspond à comment vous êtes connecté à la nature. Donc c'est un peu artificiel, mais ça donne quand même un certain nombre d'idées. Et vous voyez que pour les enfants très jeunes, en fait, il y a une très forte connexion avec la nature. Et aussi pour les personnes un peu plus âgées, comme moi par exemple, on voit qu'il y a un fort score. Mais ce qui apparaît, c'est entre 10 et, disons, 25 ans, vous voyez, le score est extrêmement réduit. Et ça signifie qu'effectivement, chez les adolescents ou des jeunes adultes, cette relation à la nature est beaucoup plus fragile, et certaines personnes parlent de syndrome de manque de nature. C'est quelque chose peut-être qui peut avoir des conséquences également sur leur esprit, sur leur cerveau, c'est qu'il leur manque quelque chose, et il manque cette capacité qu'ils ont de pouvoir se connecter d'une certaine manière à la nature. Et on sait très bien, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que le fait de laisser jouer des enfants dans la nature améliore les capacités motrices, et j'en ai parlé aussi, toutes les capacités cognitives. Donc là, il y a vraiment un enjeu, d'après moi, qui est de motiver d'une certaine manière les jeunes à plus fréquenter la nature et de faire vraiment l'expérience de la nature. C'est quelque chose qui me semble très, très important. Donc il ne faut pas oublier aussi que, pour revenir un peu à ce que j'ai dit tout à fait au début, que la nature, son silence, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler une expérience transformatrice. C'est-à-dire que souvent, en fait,
après certains types d'expériences, on en ressort un tout petit peu différent. Peut-être vous avez fait vous-même cette expérience, c'est-à-dire qu'on est un peu moins égocentrique, on a une tendance, par exemple, lorsqu'on observe un ciel étoilé, après on dit oui, ma vie a peut-être un peu moins d'importance et on voit peut-être les choses de manière beaucoup plus large. Si on a aussi des attitudes qui sont pro-sociales, c'est-à-dire que si vous observez la nature avec votre famille, vous avez un lien qui peut s'établir et peut-être ça peut améliorer la communication que vous avez aussi avec les membres de votre famille. Ça donne aussi un sens à la vie. Donc tout ça fait que la nature n'est pas un environnement comme les autres, c'est vraiment quelque chose qui peut vous transformer intérieurement énormément. Donc c'est une expérience très particulière dont j'ai parlé pendant l'heure. Donc voilà, donc je développe ces thématiques dans 2 livres que j'ai écrits, Cerveau et silence, donc sur les effets négatifs des nuisances sonores et aussi l'effet positif du silence, et Cerveau et nature, où je décris en tout cas les évidences scientifiques sur l'intérêt de l'expérience de la nature pour en particulier le cerveau. Merci beaucoup.